Le Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et sur la planète Apple en général. Et comme chaque semaine, on retrouve Didier Poligani de Mac Forever. Et oui, salut les amis. Le meilleur moment de l'émission, le Buzomètre. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de l'article de Gruber, parce que Apple risque d'être vraiment pas contente. En fait, tu sais, dans les médias, il y a un peu deux types de médias. Il y a ceux qui sont un peu chouchoutés par Apple et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont, forcément, ils ont du mal des fois à critiquer les 256 gigas, par exemple, tu vois. Et notamment John Gruber, qui fait partie de ce petit panel qui est souvent invité quand même chez Apple. Sauf que quand Apple commence à dépasser un petit peu les bornes, par exemple le sujet autour de l'IA, hein, on a beaucoup débattu ces derniers temps, à te faire des fausses publicités, des promesses un peu mensongères, ça commence à irriter un peu tout le monde. Et donc les langues se délient, et je trouve ça très bien aussi que voilà, on mette Apple un petit peu face à ses responsabilités. Et c'est ce qu'a fait John Gruber cette semaine, donc avec un article assez fluff quand même, assez documenté, qui explique en gros qu'il n'est pas très content. Alors non pas qu'Apple avance pas sur Apple Intelligence, parce que comme il le dit, on peut se planter, on peut être en retard, il n'y a pas de souci, mais c'est la façon dont on te présente les choses, dont on essaye de te modifier un petit peu la vérité. Et finalement, on s'aperçoit qu'en interne, il y a beaucoup de choses qu'on suivi, parce que après tu as d'autres journalistes, notamment chez Bloomberg, qui ont expliqué qu'il y a eu des réunions de crise un petit peu en interne, que voilà, Tim Cook n'était pas content. Donc je pense que le feuilleton n'est pas fini, mais en tout cas, je trouve ça bien de voir que quand même, au bout d'un moment, il ne faut quand même pas dépasser les limites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est-à-dire que dans son blog Daring Fireball, hein, qui est le blog de John Gruber, il revient sur l'annonce d'Apple de retard de Siri qui va être disponible d'ici 2 ans, Laurent. Ouais, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce qui s'est passé, je trouve. La première, c'est que Gruber dit « C'est la première fois que je me sens pris au piège de cette façon-là. C'est-à-dire que je suis Apple depuis des années, et quand Apple fait une promesse, Apple, c'est rarissime qu'Apple ne délivre pas, voire même ne surdélivre pas par rapport à sa promesse. Alors bien sûr, nous on blague toujours sur le fait qu'ils n'ont pas sorti le chargeur. Bon, c'est induction. À induction, mais c'est une anecdote, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est presque une histoire, tu vois, c'est pas comme ils disent je vais sortir une machine et qu'ils la sortent pas. Et donc lui, quand il a entendu les annonces, il a dit bon ben ok, on sent que c'est un peu en avance de phase, mais truc. Et en fait, d'ici la fin de l'année. J'ai donné un blanc-seing à Apple parce qu'ils ne m'ont jamais trahi. Et en fait, la deuxième partie, c'est il dit je vous prie d'accepter mes excuses. Et donc il le vit mal lui-même en se disant comme j'avais ce premier point où j'ai toujours fait confiance à Apple parce qu'Apple a toujours délivré, le fait qu'il ne le fasse pas, ça me met moi dans une situation où j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail de manière entière. Et sous-entendu, c'est là où c'est intéressant, c'est sous-entendu, je suis le seul là, à vous le dire, mais tous les autres journalistes et tous les autres auraient dû le faire. Et je suis le premier à le dire. Et donc, du coup, il y a, comme le dit Didier, il y a un peu deux trucs. Il y a ceux qui se disent, waouh, si on remue, on risque d'être blacklisté. Et d'un autre côté, il y en a d'autres qui se disent, ouais, bon, maintenant, ça y est, il a crevé l'abcès. On y va. Bon, la conséquence est intéressante. C'est il a sorti une bande audio d'une réunion interne qui paraît-il... Oui, mais... tout est lié, hein. Ouais. Tout est lié en fait. C'est Marguman qui a sorti, c'est pas. Oui, mais tout est. En fait, tu te rends compte qu'en cascade, en fait, tout s'enchaîne. Oui, mais je pense que c'est piloté par Apple, la sortie de la vidéo, pour dire regardez, on est conscient, on est nous aussi victimes, et on a remonté les montelles à l'équipe Siri. Mais les gars, ça fait 1 an et demi que vous savez que vous êtes en retard, et vous avez annoncé un produit alors que vous saviez qu'il ne serait pas prêt. Et c'est pas que Siri, hein. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on voit Siri. Ça. Siri, c'est la partie visible de l'iceberg, mais en fait, on se rend compte que c'est tout le sujet. Bien sûr, mais je sais pas. Mais si je peux me permettre, Olivier, parce qu'en fait, le truc qui est vraiment, tu vois, annoncer une machine et ne pas la sortir, c'est une chose. Annoncer un produit et ne pas le sortir, c'est une chose. Mais ici, c'est plus complexe que ça, parce que c'est annoncer un produit et faire vendre des machines compatibles à ce produit sans pour autant avoir la promesse qui suit derrière, tu vois. Et donc, ok, si finalement, en fait, il fallait attendre l'iPhone 18 ou l'iPhone 19 pour finalement être compatible avec Apple Intelligence, peut-être que certaines personnes auraient pris, tu vois, un iPhone 15 sans pour autant qu'il soit compatible avec Apple Intelligence. Ils n'auraient pas changé de téléphone du tout. Voilà, et donc c'est ça la problématique, c'est de prendre de ne pas délivrer
et en même temps de faire en sorte de vendre des produits sur base de cette fausse promesse. Alors lui, il va plus loin, John Gruber, parce qu'il dit, d'abord, le titre, il va, hein, il y a quelque chose de pourri chez Apple, hein, donc c'est pas... Il y a un jeu de mots avec la pomme, mais quand même. Et il pointe du doigt qu'une personne a pris la décision d'annoncer Apple Intelligence comme une entité, alors que ce n'est pas une entité, que c'est un millefeuille de plein de fonctionnalités. Et c'est pour ça que c'est compliqué. On en a longuement parlé vendredi dernier dans le live. Allez le voir, le RLM de vendredi soir, où en gros, c'est pas un Gemini ou c'est pas un ChatGPT. Hein, c'est plein de fonctionnalités de plein d'équipes éparpillées. Et il n'y a pas un responsable d'Apple Intelligence. Il y a plein d'équipes qui travaillent en parallèle. Et j'imagine que c'est très compliqué à orchestrer, donc à la décharge d'Apple. En revanche, lui, il affirme, et je pense, et je suis assez d'accord avec lui, qu'au moment où Apple fait la keynote lors de la WWDC en juin dernier, ils le savent qu'ils ne pourront pas délivrer. Et surtout, quelqu'un dit, ils font des fausses maquettes. Ils font des fausses maquettes. Ils font un faux démonstrateur. Il faut une démonstration qui est pas un produit fini. C'est pas une démo, c'est juste de l'image de synthèse ou de la capture d'écran. Et il pointe du doigt une personne qui a dit OK, ça peut être que Tim Cook. Voilà. Donc ça tape assez fort. Et on va voir comment Apple va s'en sortir. Notamment, on est impatient d'être en juin à la WWDC. J'espère qu'il y aura un beau mea culpa. On enchaîne avec les studios display. Oui, alors ça aussi c'est un sujet parce que comme moi, tu as peut-être acheté des Mac Mini, des MacBook Pro ou des Mac Studio et tu aimerais bien un écran Apple parce que les écrans Apple, ils sont design, en général, ils étaient plutôt meilleurs que les autres. Et aujourd'hui, c'est plus trop le cas dans ce qu'ils proposent, c'est-à-dire surtout sur le Studio Display classique qui coûte quand même près de 2000 € et il est ni OLED, ni mini LED. Oui, il a vieilli. Il a vieilli et puis c'est vrai que aussi par rapport à ce que offre la concurrence, tu te dis là il commence à y avoir des choses pas mal chez Asus et tout. C'est plus tellement au niveau pour le prix en fait. Tu es prêt à payer le prix, mais il faut quand même quelque chose de correct. Alors Apple travaillerait sur de nouveaux écrans. Moi je me méfie beaucoup de ces rumeurs là qui sont remontées un petit peu par Gourmand parce que la dernière fois qu'on a eu des rumeurs autour des écrans, ça a pris des années avant de voir quelque chose arriver. Et le premier modèle, rappelle-toi, était super cher. C'était le Pro Display XDR, moi que j'ai, qui est fantastique, mais 6 000 €, on a posé un demi-bras. Ouais, non mais c'était le prix le pied à 1000 €, etc. Donc voilà, Apple travaillerait là-dessus. Ce qu'il faut savoir quand même, là où ils ont une petite avance, c'est que des écrans 5K, on en parle souvent, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais il y en a, maintenant il y en a qui en font, et qui profitent d'ailleurs chez Samsung, chez Dell, LG, etc. Ils profitent du fait que justement Apple les propose cher, donc ils sont pas encore pas chers, quoi. Ils sont moins chers qu'Apple, mais ils sont encore chers. Donc ce serait bien que cette gamme se démocratise un petit peu. En tout cas, moi j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils nous préparent parce que ça manque un bon écran Apple. Tu vois, avant ça coûtait 900 € un Studio Display. Et c'était vraiment mieux qu'un écran 1080, quoi. Ne fût-ce que par la calibration, Laurent. Moi, je veux faire un petit commentaire et un petit commentaire qui est, je pense qu'il est important. Moi, j'ai un LG, ok. Donc le LG que j'ai, c'est exactement le même. Si je faisais une comparaison de voiture, c'est comme si c'était le même moteur que l'écran Apple, donc pas le grand XDR, hein, donc le 5K. Et c'est la même dalle. C'est la même dalle et alors en plus le LG il a la caméra et les haut-parleurs qui sont d'une assez bonne qualité. Il y a les haut-parleurs sur le Mac, mais il n'y a pas de caméra. Ouais, mais le son est assez bon. Juste, ce qui est intéressant dans cet écran, c'est que c'est un écran qui n'a pas de bouton de contrôle. C'est-à-dire que c'est le Mac qui le commande. Ah. Ouais. Et en fait, c'est quand à l'utilisation, c'est exceptionnel. Parce que ça veut dire que sans logiciel ajouté, parce qu'il existe des logiciels... Avec les touches de fonction du clavier. Avec toutes les touches de fonction, tu fais augmenter la luminosité, baisser la luminosité. Donc en fait, tu le branches comme un ordinateur. C'est comme l'écran intégré. Et il n'y a pas beaucoup d'écrans qui font ça. Moi, j'ai 2 LG à la maison, 2 5K. J'ai ce modèle-là qui est vraiment fait pour le Mac, hein, et un autre qui est plus général. Et ben l'autre, j'ai été obligé d'installer un logiciel qui duplique le comportement des boutons, tu vois, qui intercepte l'appui des boutons, et c'est quand même un vrai plus. Et mais t'en as qui le font, hein. Oui. On commence à en avoir. Je veux juste alerter les gens qui nous écoutent en nous disant, si vous vous posez la question d'acheter un écran, jetez un œil si c'est une fonctionnalité qui existe, parce que c'est quelque chose qui est franchement sympa. Tu confirmes, Didier? Oui, je confirme. Mais oui, totalement. Non, mais c'est hyper pratique. En plus, quand tu vois les écrans PC, il faut toujours aller sous l'écran pour modifier le truc, quoi. Enfin, sauf si t'es sous Windows, tu peux jouer avec les trucs Windows, mais pour le Mac, c'est un petit peu compliqué. Après, moi, je sais pas vous, mais moi, je mets souvent quand même à fond l'écran, donc c'est bon. Est-ce qu'on modifie ça vraiment souvent? Je sais pas. Didier, on parle des iPhone 17.
Bah oui, écoute, voilà, le printemps arrive, les nouveaux iPhones sont en préparation. Donc, on va parler de l'iPhone 17 et de l'iPhone 17R. Donc, tu sais qu'il y a un nouveau design un petit peu. On parle déjà du 17, on parlera du 17R un petit peu de après. robot. Voilà, sur le 17, on vous avait prévu comme ça un petit design de robot avec les capteurs mis tous sur une petite barre. Qui serait sur le haut de l'écran. Alors, ils n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord. Sur les versions Pro, apparemment, ce serait le cas. Donc, tu aurais les capteurs d'un côté et puis tout ce qui est lampe torche de l'autre. Donc, ça ferait comme sur gros socle, en fait. le Pixel de chez Google, quoi, en gros. Ouais, un petit peu comme ça. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont le mettre sur le 17 ou pas ? Apparemment pas, il va ressembler au 16. Là, c'était les dernières rumeurs avec les moules, etc. Donc en général, c'est assez fiable, ces infos, étonnamment, parce que ça sort des usines, c'est la chose qu'ils arrivent à sortir. Et du coup, voilà, il ressemblerait beaucoup à l'iPhone qu'on connaît déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on est à une période de l'année où, effectivement, s'il veut être prêt pour le produire en masse, en millions d'exemplaires dès le mois de septembre, il faut figer le design au mois de mars pour préparer les chaînes de production dès le mois d'avril, et ce qui explique que ça commence à fuiter dès maintenant. On parle cette fois de l'iPhone 17R. Oui, alors l'iPhone 17R, c'est celui qui remplacerait le 17 Plus en gros. Donc ce serait un téléphone qui serait assez grand et assez fin, voire même très fin, puisque Samsung, là, on a présenté un aussi, donc c'est la grosse tendance cette année. On retourne à la finesse, Johnny Ive, si tu nous entends. Et par contre, pour faire un téléphone très fin, forcément, il faut faire des compromis. Et les compromis auraient été faits sur certains composants, notamment la 5G, notamment plus de carte SIM physique, notamment une batterie beaucoup plus petite. Bon, ça, c'était logique, mais du coup, ça veut dire que peut-être l'autonomie, tu vois, faut pas qu'il consomme trop le bestiau. Et on aurait aussi qu'un seul capteur photo. Alors, je sais pas si tu as testé l'iPhone 16e, mais moi, j'ai trouvé quand même qu'après des années de double capteur, c'est quand même difficile d'en avoir plus qu'un, sauf s'il était, tu vois, par exemple, un peu zoom, qui faisait tout, quoi, qui faisait ultra grand angle et zoom, mais ça me paraît quand même difficile. Aujourd'hui, il y a très peu de capteurs qui font ça, quoi. On reste sur l'iPhone, mais pas seulement, avec l'arrivée peut-être de modèles pliables, mais qui ne concernent pas que l'iPhone, apparemment. Oui, parce qu'au début, on nous a dit, tiens, en fait, les écrans pliants chez Apple, ce sera des iPads. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, j'ai un iPad mini qui devient un iPad, tu vois, pro. Ça peut être cool. Et donc, Apple aurait plusieurs appareils, apparemment, en train de... Justement, ils sont en train de travailler avec Foxconn pour préparer les chaînes de production. Donc, bon, tu vois, on avait l'impression que ça arriverait dans 2-3 ans. Si déjà ils préparent les chaînes de prod, ça pourrait peut-être arriver un petit peu plus tôt. Il y en a même qui disent qu'il pourrait y avoir une annonce à la WWDC, mais ça paraît quand même assez anticipé. Ce serait plus, mais ça pourrait arriver, tu vois, on nous dit au deuxième trimestre. Les spécifications techniques pourraient être finies au deuxième trimestre de cette année. Donc ça veut dire sortie début mi-2026, mi-2026 quoi, voire peut-être 2027, mais ça pourrait être pour l'année prochaine déjà. Oui, Christophe, le souci d'Apple, c'est d'obtenir une dalle sans cette fameuse petite pliure qu'on voit sur certains modèles. Ils veulent vraiment qu'il y ait un écran qui ressemble à un écran ouvert, un vrai écran. On ne devine pas qu'il soit pliable, quoi. Exactement. Et c'est vraiment, tu vois, c'est mon leitmotiv depuis qu'on en parle. Et Stéphane n'aime pas trop quand j'en parle, mais je suis désolé, mais un téléphone qui se plie et puis après tu dois te taper la ligne en plein milieu à chaque fois, c'est juste horrible. Donc si un constructeur arrive à faire en sorte que cette pliure ne se voit pas du tout, alors c'est OK pour moi en fait, et du coup ça crée vraiment un facteur de forme qui est sympa à être utilisé, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'a priori c'est pas Apple qui va produire la dalle, ce serait certainement Samsung ou LG. Il y a des chances. À voir. Allez, retour. Merci pour ce busomètre, mon cher Didier.